On commence cette nouvelle semaine en continuant le faux plafond, enfin la structure du faux plafond. On avance de plus en plus vite parce qu'on commence à avoir trouvé une technique qui était un petit peu plus efficace. Je vous la montrerai juste après, de plus près ce sera plus évident. Donc on met nos bois à chaque fois au plafond avec les vis, les chevilles, etc. et sur lesquels on va venir prendre les suspendre pour mettre les fourrures, pour mettre le faux plafond et ainsi de suite. L'espace est divisé en 3 grandes parties. Donc il y a 2 grandes fermes là comme on voit en bois. Donc il y a 3 parties à faire. La semaine passée on a réussi à faire du coup 1/3 de la surface, de la superficie. Donc il nous reste les 2 tiers à faire cette semaine. Donc on avance, à chaque fois on déplace un peu l'échafaudage pour pouvoir mettre nos 3 bois et avancer. Et disons que je ne suis pas très à l'aise avec le travail en hauteur. Ah vas-y. Mais pousse ton cul. Mais mets ton poil là-dessus. Mets ton poil là-dessus. S'il te plaît, On va vraiment faire une manger là. Donc voilà ce que ça donne de plus près. La technique qu'on a finalement retenue qui nous a permis d'être un petit peu plus efficace, c'était de pré-percer nos bois, d'enchasser les vis à l'intérieur, de venir positionner le bois déjà pour vérifier, parce que on a acheté nos bois à la plateforme du bâtiment en l'occurrence, mais bon ils étaient quand même pas toujours bien dégauchis. Donc on enchassait les chevilles, enfin les vis pardon, on vérifiait que le bois n'était pas trop gauche pour être fixé sur le plafond. On venait poser les bois avec les chevilles juste mises à l'intérieur. Un petit coup de marteau pour marquer l'endroit à percer. Ensuite PA faisait tous les trous, tous les percements directement au perfo. Et je venais avec les chevilles et puis après on n'avait plus qu'à venir se prendre dedans. Ce qui fait que pour les 3 premiers bois qu'on a mis, donc sur une superficie de cette taille-là, les 3 tout premiers bois, on a mis 2h30. Le rush, la vidéo faisait 2h30 pour mettre 3 bois. Alors que là, sur les 6 qu'on a mis sur ce plan-là, 3 plus 3 au-dessus, on a mis 1h20. Donc on a vraiment gagné en efficacité et c'est assez impressionnant à chaque fois. Comme quand on commence une activité, on est très lent et il y a un effet d'apprentissage qui est assez impressionnant sur toutes les tâches, qui fait qu'on est beaucoup plus efficace et finalement c'est un peu 80-20 de Pareto à chaque fois. 80% du temps qu'on va mettre au début va nous permettre d'obtenir 20% des résultats et inversement sur la fin. Pour mettre nos suspentes toutes à la même hauteur et bien dans le même alignement, on tirait du coup des cordeaux, donc c'est de la ficelle, on tirait qu'on accrochait sur celui du bas et celui tout en haut, comme ça on pouvait mettre tous les suivants. Tout est raillé, prêt à être lainé. On reçoit la commande de la laine fin août, le 31. Donc samedi prochain. Et on va pouvoir tout lainer pour pouvoir passer les réseaux électriques au plafond. Et une fois que ça ce sera fait, on va pouvoir tout plaquer et faire tout le reste des murs. En ayant pris le soin auparavant de condamner du coup les parties qu'on ne réutilisera pas.
On est en train de commencer le traitement des poutres. Comme on a déjà dit, on a des poutres qui sont plutôt abîmées. Alors celle-ci, ça va. Par contre, celle là-bas, ça va pas du tout. Il y a des xylophages qui les ont grignotées, des capricornes probablement. Donc on est en train de tout traiter. Le meilleur traitement et le plus efficace, ça va être le traitement par injection. Donc on a mis nos plus beaux masques et on a acheté un petit pistolet spécial. Donc là, en l'occurrence, c'est un Wagner. C'est les seuls qui font des tutos sur YouTube, hein, comme quoi ça sert, parce qu'il y a probablement d'autres marques qui font la même chose. Et donc on a notre petit bocal là de 800 ml de xylophène, donc de tu capricorne. On a notre embout, et en fait c'est un pistolet à peinture, hein, grosso modo. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient enchâsser des chevilles. Donc là on a un bois là, qui est au-dessus, entre les deux maçonneries, qui fait tout le tour, enfin qui fait les deux longueurs de bâtiment, là et là-bas. Et donc on vient de se le faire déjà, donc on a mis des petites chevilles comme ça, donc ça c'est des chevilles mâles, et on vient injecter du produit dedans jusqu'à reflux, donc là on voit bien les taches de produits qui ont débordé. Et donc comme on a fait tout le tour, on va s'attaquer maintenant aux fermes, et on a les bois qui sont peints, qui sont blancs là aussi. Donc on en a un ici, un au milieu, un là-bas, et donc on va les faire aussi. On a des chevilles mâles et des femelles, donc ça c'est les mâles, elles dépassent un petit peu, donc là on s'en fiche, on est dans l'isolant. Et on en a des femelles qui ne dépassent pas, qui sont à ras du bois. Et donc là on a une cloison en l'occurrence qui va venir quasiment le long de la poutre. Donc là on va mettre que des chevilles qui dépassent, on s'en fiche, ça se verra pas. Sur tous les bois blancs là qui ont été peints, pareil, on sera dans l'isolant, donc on s'en fiche. Sur celle-ci qui est la plus abîmée, là, on aura une cloison à peu près jusque là, qui va servir de chambre. Donc là, pareil, sur toute cette partie-là, ce sera très peu visible. Par contre, celle-ci, on va la voir. Parce que là, on va être dans la cuisine, ici, cuisine ouverte, sur la partie salon. Donc ici, on va mettre que des chevilles femelles, en l'occurrence, pour ne pas les voir de trop. On vous montre un petit peu ce que ça va donner de plus près. Pour le traitement des poutres, c'est pas très compliqué. Il nous a suffi de percer avec un forêt neuf, enchâsser les chevilles à l'intérieur et venir après traiter avec le produit. Pour éviter de bâcher tout l'atelier et d'en mettre partout, on a un petit peu rusé et on a pris un vieux parapluie qu'on n'utilisait plus pour pouvoir récupérer le trop plein, en fait, les dégoulinures de produits. Et du coup on se promenait avec notre parapluie, ce qui était pas du tout désagréable, parce qu'on pouvait simplement se l'accrocher sur le poignet sur le bras qui tenait finalement l'appareil, qui tenait le pistolet, et ben forcément du coup on était pile poil en dessous, donc il y avait quelques gouttes qui tombaient dedans et on passait au trou suivant et ainsi de suite. Et franchement c'est une technique un peu artisanale mais qui nous a bien plu, parce que ça nous a permis de quasiment, déjà de pas bâcher, et de ne quasiment pas avoir de dégoulinure ni au sol, ni sur les outils qui sont en dessous, et ainsi de suite. Voilà ce que ça donne de près. Donc on brosse les bois qui ici sont quand même pas mal attaqués. Et en fait, à certains endroits, alors celle-ci on les a déjà pas mal brossés, à certains endroits il reste plein de poussière qui est collée. Plein de poussière qui est collée et qui va absorber le produit. Bah là, il y en a pas mal, là. Tout là. Donc on brosse pour enlever tout ce qui est collé. Voilà. Là, il y en a. Tout ça, c'est collé. Et en fait, c'est collé assez dur, quoi. L'aspirateur seul, ça marche pas. Là, il y en a. Tout là. C'est collé. C'est de la poussière et de la bave de bois, en fait. Hein. De la bave est mélangée avec de la poussière de bois. Donc on frotte tout ça, on aspire bien pour faire un bois propre. Et on l'a déjà fait de l'autre côté. Après, on vient mettre nos chevilles. Donc là, on a un peu triché. On a un peu triché ici en les mettant par-dessus pour que ce soit plus esthétique. On a quand même traité celui-ci. Alors, normalement, c'est une cheville tous les 40 cm. Là, on a mis beaucoup plus la dose. En se disant tout simplement, on l'a traité des deux côtés même. On a mis trop que 2 fois trop. En se disant que s'il y avait des larves ou des petites bêtes qui se cachaient dedans, parce que visiblement elles y habitaient, et ben on préférait les tuer à l'intérieur plutôt qu'elles aillent se promener dans les bois qu'on est en train de traiter.
Péa adore taper quand je parle parce qu'il sait que je peux pas l'enlever après au montage et qu'on n'entend plus du tout ce que je dis et que c'est très désagréable. Moi je fais pas de montage, moi je m'en fous. Péa il fait pas le montage, il s'en fout. Un couple soudé. Dessoudé. Ouais, c'est ça. Donc on fait ça, après on perce. Donc sur les petites sections de bois comme ça, on perce tous les 40 en ligne droite. Sur les grosses sections comme ça, on perce tous les 40 mais en quinconce. Une en bas, une en haut, une en bas, une en haut. Et après on injecte le produit et on va vous montrer ce que ça donne d'injecter le produit. Donc on a différents types de chevilles. On a des chevilles mâles et des chevilles femelles. Les mâles, elles vont dépasser un petit peu du bois, bah comme ça. Et donc là on s'en fiche, on est sur le dessus de la poutre. Ça ne se verra pas, donc on les laisse telles quelles. Par contre, sur cette partie-là, on est sur une partie qui est visible. Donc on va mettre les chevilles femelles. Et celles-ci, elles ont une tête plate. Donc ça ressemble à ça une fois que c'est installé. Donc ça se voit pas trop, c'est assez discret. Et en fait, ces chevilles-là, du coup, donc on a les mâles et les femelles, et on vient les enchâsser avec ça. C'est ni plus ni moins qu'un truc qu'on vient, quand on a percé, on met la cheville dans le bois, on vient mettre ça par-dessus et on tape au bout pour enchâsser la cheville bien tranquillement. On a différents embouts, du coup. Ça, c'est l'embout pour les chevilles mâles, donc qui vient s'enchâsser dans le petit bout qui est là. Et on vient injecter le produit. Et là, j'ai l'embout, du coup, pour les chevilles femelles. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc en fait, on met du produit jusqu'à ce que ça déborde, jusqu'à ce que ça sorte par les autres trous, par les trous du bois, par les fissures du bois. C'est assez désagréable comme bruit par contre, mais c'est pas très compliqué à faire. C'est pas très compliqué, c'est un poil long. Et voilà, et celles-ci elles vont rester. Et donc on a tout pulvérisé là partout à l'intérieur des bois. On est en train de terminer. Et une fois qu'on aura fait ça, on va tout asperger. Avec le pistolet aussi, on va tout pulvériser directement. Je vous avais déjà montré sur une précédente vidéo, on avait, donc là c'est le mur de soutènement des terres de la voisine qui tombait un petit peu en miettes et il y avait plein de pierres qui étaient dessoclées. Donc on avait fait le tri déjà de toutes les pierres qui étaient abîmées, on les avait sorties, celles qui tenaient plus. Et on s'est attaqué avec un mortier à la chaux du coup à la reconstruction de ce mur-là. Le but c'était pas spécialement de faire quelque chose d'esthétique parce que comme on le voit un peu là, c'est déjà des murs qu'on a vécu, qui sont pas en très bon état, qui sont refaits un peu à la chaux, au ciment, au mortier, avec des pierres différentes, il y a un peu de tuiles dedans, enfin bref. C'est pas des murs hyper esthétiques, là on voulait vraiment les réparer parce qu'il y avait des sacrés trous, et finalement au bout on pouvait passer tout le bras, on arrivait dans le jardin de la voisine, on touchait les terres de la voisine. Donc on a fait notre mélange à la chaux, 3 doses de sable pour une dose de chaux, et de l'eau jusqu'à ce que la consistance nous convienne. Et puis après, on remplit avec des pierres, avec des gravats sur la partie du milieu, parce qu'on n'avait pas assez de pierres, il devait nous en manquer. Et on vient mettre notre mortier à la chaux par-dessus et on laisse bien sécher. On se protège parce que la chaux, c'est abrasif pour la peau. Et on humidifie nos pierres là dans le grand seau noir, on les laisse tremper quelques minutes avant de les mettre pour éviter que le mortier ne tire trop vite. Donc là on était un petit peu à l'ombre, mais il fait quand même assez bon, on est au soleil. Donc on humidifie bien et le mur avant et les pierres pour éviter que ça ne tire trop vite.
Même chose ici, on a quelques joints à refaire parce que les pierres sont quand même un peu déchaussées aussi, voire dessoclées. Donc on tape les pierres qui sont abîmées pour voir lesquelles sont vraiment à refaire ou pas, et puis on va refaire les joints. On humidifie le mur avant pour éviter que ça ne tire trop vite, et puis après on met notre enduit et les pierres. On cherche pas franchement à faire quelque chose d'hyper esthétique hein, parce que le reste du mur est moitié fait au béton, moitié fait au rien, etc. Donc on veut juste que ce soit fonctionnel, on s'embête pas trop avec l'esthétique, hein, très sincèrement. On a laissé sécher toute la nuit les enduits qu'on a pu faire hier à la chaux. Donc pour l'instant, ils sont dégueulasses, hein, mais on va les frotter, on va les gratter. Et c'est ça qui va faire que le joint va être joli et qu'on va retrouver la pierre. Donc on en a un petit peu là. On a ceux qu'on a fait de l'autre côté du cabanon de jardin. Là, parce que les pierres étaient un petit peu déchaussées aussi, il n'y a plus beaucoup de joints. Hop. Et on en a un petit peu en face. Il nous manque un sac de chaux. Donc on n'a pas pu tout finir. Mais on a quand même passé 8 sacs de 35 kg de sable et 30 kg de chaux. Donc là on en a aussi. Donc là les couvertures en pierre qui sont dessus ne tenaient plus du tout. Hein. Là c'était complètement effondré. Et en fait comme on avait pris le parti de le faire en gris. Donc comme ça. Parce qu'ici tous les joints sont gris, les bâtiments sont gris, tout est gris. Donc on avait pris le parti de le faire avec du sable gris, donc du sable à maçonner. Mais on est tombé short parce qu'on en avait acheté que 6. On pensait que ça suffirait, mais en fait non. Et il nous restait à nous du sable à enduire, donc qui donne un rendu beige comme ça. Qui est beaucoup plus joli à mon sens, mais qui n'est pas... Enfin ici c'est pas fait comme ça en tout cas. Donc bon, c'est pas grave, c'est derrière les plantes. On a fait un petit mix du coup parce qu'on voulait avancer pour finir. Et il nous reste du coup tout le trou qui est là derrière l'hortensia. Et en fait c'est ce qu'on disait, la pierre là elle repose sur plus grand chose. Hein. Celle-ci on l'avait carrément enlevée parce qu'il n'y avait plus rien du tout. Et du coup on a refait ce qu'on a pu pour que ce soit un petit peu mieux. Et de toute façon là l'idée c'est que se prendre sur les pierres, on aimerait bien nous mettre une clôture, enfin un brise-vue sur cette partie-là parce que il y a quand même pas mal de vis-à-vis, c'est un peu dommage. Et se prendre sur les pierres, on n'est pas fan parce que finalement on les a réparées, mais ça bouge quand même beaucoup. Donc on n'est pas très partant pour se prendre sur le dessus comme c'était fait. Là, il n'y a pas un seul des piquets qui tient correctement. Donc on voulait couler quelques poteaux directement devant le petit muret et faire la clôture devant le muret. Donc finalement celui-ci on ne le verra jamais, donc on s'en fiche. Mais l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose qui tienne parce que là sur la largeur de la pierre, ça tient sur 15 ou 20 cm au fond. C'est un peu... c'est pas assez quoi. Donc ce matin on va brosser nos joints. Voilà le rendu une fois qu'on est venu gratter les joints. Donc on a un mur normal. Hein. On viendra passer un coup de Karcher dans quelques jours quand ça aura bien séché pour essayer d'enlever un petit peu la laitance aussi qu'on a sur les pierres. Là on en a particulièrement beaucoup. On devait avoir un mélange riche en chaux. On n'a pas hyper bien calculé franchement. Donc ça donne ça. Ça donne un... Ce qui était très gris est devenu un petit peu crème. Bon, c'est gris à côté. Au moins c'est réparé et ça tient et ça soutient les terres de la voisine. On est déjà content. Mais si vous avez, on a déjà fait de la chaux pas mal sur des murs traditionnels comme ça, des murs intérieurs, extérieurs, et on a toujours ce problème de laitance sur les pierres qui vient tacher les pierres à chaque fois. Donc on avait nettoyé les pierres, comme c'était, là on ne fera pas, hein. Mais comme nous c'était en intérieur avant, on avait frotté à la brosse métallique toutes les pierres une par une avec de l'eau à plusieurs reprises pour les nettoyer. Mais le problème c'est que dès qu'on les nettoie à chaque fois ça fait glisser la chaux dessus et ça fait des traces encore. Et on avait trouvé chez un revendeur de pierres un produit spécial qui s'appelait Hydronet pour nettoyer les pierres.
Mais c'est du curatif en fait, c'est ça le problème, et nous on aimerait bien faire quelque chose de bien dès le début. De bien dès le début, et pourtant même en faisant à la langue de chat, en faisant bien entre les joints, en étant vraiment précautionneux, il y a toujours un moment où forcément il faut arroser avant, et on a des coulures en fait. Des coulures des dégoulinures comme sur la pierre là du bas en fait. Là celle-ci on l'a pas touchée par exemple. C'est de la dégoulinure de mur qui fait que ça l'attache. Et voilà, mais après, même en grattant après coup, et on a toujours ce souci-là. Ouais, on arrive à rattraper un petit peu entre un nettoyage à l'eau et la brosse métallique appuyée et avec un produit spécial. Mais c'est vrai que si jamais vous avez la solution... Si vous avez des solutions, enfin des solutions ou des techniques, méthodes voilà, pour éviter de se taper la laitance sur les pierres, on est preneur. Parce que là, ça va, c'est un tout petit morceau. Mais franchement, on se dit que le jour où il faudra faire tout un pan de mur, toute une façade ou quoi que ce soit, ça va être une tannée. Hein. Mais bon, c'est réparé là-bas aussi. On avait vraiment un mur qui s'effondrait, des gros trous partout. Donc là, on a les terres de la voisine, ça doit être un peu plus humide. La chaux a séché beaucoup moins vite, elle est encore très tendre de ce côté-là. On va laisser faire. Et je vous montre aussi le rendu du coup avec le... Donc là, on a fait avec du sable à maçonner, donc c'est très gris. Là... ça fait beaucoup plus gris parce qu'on avait plus beaucoup de choses, c'était la fin. Donc là, on a tiré un petit peu, il y a plus de sable et moins de chaux, ça donne un rendu qui est plus gris. Et là, avec le sable à enduire, ce que je disais hier, on a un rendu qui est ocre, qui est orange, qui est beige, qui est... on a les deux côte à côte. Là, on a le gris, le sable à maçonner et un petit peu de chaux, mais on était à la fin, on voulait tirer. Et là, on a plus de sable à enduire et un petit peu de chaux. Et on a quand même ce problème de laitance sur les pierres partout. C'est un peu chiant. À vos bonnes idées et à vos bonnes techniques. Putain, on a foutu partout avec la bétonnière. À vos bonnes idées. On a commencé du coup la pulvérisation. Donc là, ça marchait bien. En fait, il y avait juste un embout à changer sur le pistolet pour pouvoir pulvériser toutes les poutres. Et là, ça marchait bien. On voit bien le jet de pulvérisation. J'étais très contente de ce pistolet. On était très contents de ce pistolet. Et on a eu finalement quelques déconvenues sur la partie qui devait être la plus simple. Donc là, ça marche bien. Et puis là, tout à coup, dès que PA va prendre le pistolet, comme par hasard, ça fonctionne plus. Et là on voit bien, je vous ai épargné le son parce que franchement c'est très désagréable. On voit bien que il n'y a plus de jet en fait, enfin, ça sort très très peu. Donc c'était, là on venait de commencer, hein, ça faisait 5 minutes qu'on s'y était mis, en combinaison avec les lunettes, avec les masques, etc. Là pour le coup on avait bâché toute la partie outillage parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait forcément de xylophène partout dessus. Et très rapidement, au bout de vraiment 2 minutes, le truc s'est bouché. On l'a démonté une première fois, démonté les buses, démonté le godet, nettoyé, soufflé, rincé, etc. Et ça a été la première d'une longue série. Là, il veut plus rien savoir. C'est pas compliqué, franchement, la pulvérisation, c'est la partie la plus simple. La seule chose, c'est qu'on est un peu en hauteur, mais il suffit juste de vaporiser dessus.
Donc on redescend, on démonte, on souffle, on nettoie et on revient. Et à nouveau, ça marche plus. Ça marche chouille un tout petit peu, donc on continue quand même. Et puis ça marche plus. Après cet échec de pulvérisation, on est remonté des foulées et cassé un petit peu. Du coup, on avait déjà, pour rappel, cassé l'appartement qui est là-bas. Ça, c'est un mur porteur. Celui-là, il n'est pas porteur. Donc, on a déjà cassé ici. Ça, c'est des montants en bois qu'il faut qu'on vienne tronçonner parce qu'on n'arrive pas à les enlever. Et donc, on est venu casser aussi de ce côté-là. Donc on va finir par enlever les montants là, les portes qui restent. On a fait tomber la cloison là, la cloison là. Il y avait du papier de verre à l'intérieur, tellement collé et tellement peint qu'on a cassé le mur là-bas dans ce sens-là, parce qu'on va évacuer les gravats de ce côté-là, donc autant les rapprocher. Et la laine de verre était tellement collée, tellement bien collée, tellement glycérosée que le mur tenait, en étant pété à certains endroits, à beaucoup d'endroits, tenait grâce au papier peint. Ça veut dire que quand on venait de l'autre côté tirer le papier peint, le mur tombait en petits morceaux, en tout petits morceaux comme ça. Mais en fait, il restait en place à cause de cette saloperie de papier peint. Donc là, il va falloir qu'on disque ce qui supportait l'ancienne vasque. Là, ça fait un peu chantier. Il faut qu'on termine cette partie-là. Là, il y avait eu visiblement... on est au 2e étage, là, donc on a les combles au-dessus. Il y avait eu visiblement une fuite à la toiture à un moment. Donc c'est pareil, il va falloir qu'on gratte tout et qu'on reprenne. Et puis, ah oui, on a un échantillon de toutes les années, de tout ce qui a pu se passer en termes de lino sur cette partie-là. Puisque... je vous montre. Donc on a ce lino-là, qui est charmant. Il a été posé sur ce lino-là, qui était charmant. Qui a été lui-même posé sur ce lino-là, qui était charmant. Qui a été posé... Non, ça c'est la sous-couche, je déconne. Et par contre, en dessous, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on a des tomates. Là, on a des jolies tomates octogonales, hexagonales. Donc, on va voir. On va voir une fois qu'on aura déjà vidé tout ça. Une fois qu'on aura vidé tout ça et qu'on aura défait les linos, voir dans quel état c'est et est-ce qu'on peut, oui ou non, garder à minima sur une partie. Parce que, il y en a quand même quelques-unes qui sont cassées. Et après, il y a déjà des raccords. Il y a des raccords, là, c'est des carrés, là, c'est... Donc, on verra. On verra combien il y en a, on verra dans quel état elles sont, on verra si c'est stable. Là, ça, c'est du parquet, c'est sûr. Ça, du coup, potentiellement, c'est de la tomate partout sur cette pièce-là, ce qui pourrait être réutilisable parce que là, on va avoir une salle de bain. Et là, on va avoir une cuisine. Potentiellement, on peut peut-être s'en servir, on verra. Et là-bas, je pense que c'est encore du parquet. Voilà où on en est. On a acheté d'occasion une goulotte de chantier pour des raisons de praticité, hein, et puis on la revendra quand on aura fini parce qu'on n'a pas envie, ça paraît pas beaucoup mais en fait ça représente beaucoup. Il y a ça, il y a à côté, il y a tout l'étage du dessous en termes de... Puis il reste du coup là on va, ça c'est un mur porteur qu'on garde, donc on va enlever toutes les faïences. Il reste quand même pas mal de choses. On a du coup la goulotte, d'habitude c'est des goulottes qui se fixent avec une sorte de collier en fait, une structure en métal qu'on vient mettre sur l'appui de la fenêtre et qui vient s'appuyer des deux côtés là sur le petit mur, sur la lèche du mur. Et du coup, à l'extérieur, on a un trou en métal dans lequel on vient enchasser cette partie-là. Donc ça, c'est le départ, là où on va mettre les gravats. Et après, on a les différents modules qui vont s'accrocher avec les chaînes les uns aux autres pour descendre. On n'a pas le collier de départ, parce que du coup, on l'a eu à un très bon prix, cette goulotte de chantier. Donc on a étudié la question, parce qu'il reste un petit peu de hauteur. On a étudié la question et on va essayer de
planter des crochets. Comme là on est sur un mur en dur, on va planter des crochets là et là-bas, des bons crochets bien costauds avec des gros forêts, et on va accrocher la chaîne directement pour que ça puisse tenir. On va essayer ça la semaine prochaine. On se dit que il y a moyen que ça marche. Et puis j'ai regardé, le problème c'est que j'ai regardé pour acheter un départ comme ça, la structure métallique là pour le départ, tout seul, ça vaut 300 balles. Donc non merci. Je vais mettre des crochets et on va se débrouiller avec ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? T'es d'accord? Allez, on va dire qu'il est d'accord. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour essayer ça.